Top Congo, il est 19h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Groupement de Bouiza dans le territoire de Rutshuru, prochain objectif des Wazalendo. Ces autodéfenses se préparent sérieusement. Les éléments des forces de défense rwandaises se préparent aussi à protéger cette zone et même à récupérer les espaces conquis par les patriotes. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'annonce et précise que les éléments de la force régionale de l'EAC donnent des béquilles aux insurgés. Top Congo FM. Désignation du candidat commun de l'opposition à la présidentielle. Une réunion se tiendra certainement dans les jours qui viennent. Pour l'instant, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. L'opposition surveille l'examen par la plénière de la CENI des dossiers des candidats présidents de la République. Top Congo FM. Dossier de Stanis Boujakira, RSF réitère sa demande pour la mise en liberté sans condition du correspondant de Jeune Afrique. Reporters sans frontières a, au cours d'une conférence de presse, révélé qu'en matière de liberté de la presse en RDC, 290 cas d'exaction contre les journalistes ont été enregistrés ces dernières années, dans au moins 100 arrestations arbitraires. Top Congo FM. Après le décès de Nemwanda Semi, son épouse légitime se trouve dans la rue. L'alerte est du président de Boudou Diamayala Madiba. Il exige l'autopsie du corps de l'illustre disparu. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, groupement de Bouiza dans le territoire de Rutshuru, prochain objectif des Wazalendo. Ces autodéfenses se préparent sérieusement. Les éléments des forces de défense rwandaises se préparent également à récupérer les espaces conquis par les patriotes et aussi à conquérir d'autres espaces. C'est Jean-Claude Babazé, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. Il précise que les éléments de la force régionale de l'EAC donnent des béquilles aux insurgés. L'ennemi continue à se renforcer sur le terrain. Il y a toujours des mouvements intenses du RDF dans la zone, ce qui fait croire en tout cas avec certitude qu'ils préparent en tout cas une attaque pour tenter de récupérer les entités qu'ils ont perdues. Bien sûr, du côté de Wazalendo, on observe est-ce qu'ils sont aussi dans le préparatif, parce que vous savez que la ligne dans laquelle ils sont maintenant, dans le côté de Bouiza, c'est pas vraiment aussi de la messe, parce que là c'est plein du RDF. Les Wazalendo préparent l'assaut final pour occuper complètement Bouiza. Ouais, donc Wazalendo prépare cet assaut final, mais également aussi, l'ennemi aussi prépare aussi un assaut pour tenter de récupérer les entités qui ont été rapies par les Wazalendo. Et dans tout cela, que font les éléments de la force régionale de l'EAC ? Bon, en tout cas, il faut dire que cette force-là est aux côtés du M23. On a même des informations, en tout cas, comme quoi elle a même appuyé dans le front de Tongo. Ce qui est là, en tout cas, il n'y a pas de différence pour l'instant entre l'EAC et les M23. Et ils ont été à plusieurs fois à le blocage sur le front du côté de Tongo. Ils ont même tiré sur les Wazalendo. Pendant qu'ils bloquent, ils s'interposent pour bloquer les Wazalendo. Mais ils laissent faire la M23, ils se ravitaillent, ils se renforcent, ils font des mouvements comme ils veulent sans être inquiétés. Jean-Claude Babazé, membre de la société civile de la province du Nord Kivu. Et puis, on parle de ce dîner du chef de l'État avec les officiers supérieurs et officiers des FARDC, causerie morale du chef d'état-major général des FARDC avec les militaires. Deux événements intervenus successivement après l'appel à la révolte des généraux lancé par le général fugitif John Numbi. Comment expliquer la succession de ces événements après les déclarations de John Numbi? Est-ce par crainte des remous au sein des FARDC? Pas du tout, répond Bertin Mobonzi, membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il a été joint au téléphone par Dieu merci, Moussa Koumoulou. En termes de succession d'événements, je ne pense pas que l'adresse de John Numbi peut être comptée parmi des événements. Sincèrement, pour nous, ce n'était pas un événement pour lequel on devrait attirer une attention particulière. C'est un fugitif, mais vous pouvez vous rassurer que tout ce qu'il a dit n'a aucun impact sur le système sécuritaire de la République. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, ça va dans le sens de consolider, au fait, consolider notre armée et permettre à tous les officiers d'être prêts, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif pour nous, c'est de très rapidement restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République.
Notre armée aujourd'hui observe un cessez-le-feu par rapport aux accords que nous avons dans le cadre de cette organisation régionale dans laquelle nous sommes membres. Et il ne faut pas oublier que très bientôt, il y aura une réunion d'évaluation, la dernière d'ailleurs, après laquelle nous serons obligés de lever l'option fatale, celle d'utiliser la force de feu de notre armée. Et donc aujourd'hui, que le chef d'état-major général puisse faire cette causerie morale, c'est tout à fait normal. Ça va dans une logique de consolidation, mais aussi de réarmement moral pour l'armée. Et le commandant suprême, lorsqu'il réunit les officiers militaires, les généraux en l'occurrence, c'est pour leur dire, écoutez, patriotisme, soyons prêts à tout pour la République, et nous devons garantir la paix et la sécurité à notre population. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire qui devrait attirer une attention particulière et lier cela à une quelconque déclaration d'un monsieur dont on ne connaît ni les origines au sein de l'armée ou quoi que ce soit. Bertrand Bonzi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Et puis il n'y a pas conflit tribal dans le territoire d'Ilebo, dans la province du Kasaï, mise au point d'un notable de ce coin du pays. Adalbert Jules Makoutou de l'université de Kinshasa rejette en bloc les allégations évoquant les germes d'un conflit tribal à Ilebo, comme cela se raconte dans certains milieux politiques et sur les réseaux sociaux. Il ne veut surtout pas que des individus opposent pour des intérêts politiques des peuples qui vivent ensemble depuis longtemps. On l'écoute au téléphone de José Ipachi. Ce qu'il faut retenir, surtout en cette période, qu'on ne puisse pas instrumentaliser les gens pour rien. Il n'existe aucun conflit tribal en fait à Ilebo. Les gens qui sont en mal de positionnement cherchent effectivement à s'attirer un certain électorat pour créer de la confusion. Le peuple d'Ilebo, qu'on accuse en fait d'être tribal, en prend la tribu majoritaire qui est les Mouchilélé, n'a jamais été tribal depuis les origines. Il y a des gens qui ont vécu dans ce coin-là et qui gardent de très bons souvenirs pour Ilebo. Il en est de même de ceux qui parlent aujourd'hui. Ils se retrouvent en fait dans des institutions grâce à ces mêmes Bachilélé-là. Qu'on n'essaye pas d'opposer ces peuples-là à d'autres pour rien. Nous allons aux élections, que les gens partent calmement, qu'on ne crée pas de divisions là où il n'en faut pas. Donc les gens qui, à un certain niveau, se disent représentants du peuple, doivent s'abstenir. S'il y a quelque chose, il y a une communauté de ressortissants d'Ilebo où ils peuvent poser leurs problèmes au lieu de faire des déclarations qui n'ont pas leur sens. Ça, personnellement, je m'oppose. Aujourd'hui, on ne peut pas aller vous prendre comme ça, venez faire la politique, mais vous aurez du mal à faire cette politique-là. Si au départ on était politique, on allait juste savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. N'amenez pas de conflits. Le président de la République a déjà beaucoup trop de problèmes. Il ne faudra pas lui créer des problèmes là où c'est calme. Il n'y a rien de tout ça. Adalbert Jules Makoutou, notable du territoire de Ilebo dans la province du Kasaï. Dans la province de la Chopo, les natifs de la commune urbano-rurale de Lubunga, la rive gauche du fleuve, sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour le rétablissement de la paix dans leur milieu. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, garant de la nation, maître Patrice Thomas, natif de Lubunga et fils des parents Mbolé et Lengola, dénonce le laxisme des autorités nationales et provinciales par rapport au drame occasionné par le conflit entre les deux communautés. On l'écoute au téléphone de Godlivo Mondo. C'est une désolation de voir des morts de plus dans notre commune de Lubunga. Les modes opératoires de ces tueries nous laissent désemparés et nous poussent à demander dans l'immédiat l'intervention du chef de l'État. Alors dans le sens de suspendre tous les contrats signés en faveur d'une société commerciale qui est à l'origine de ces tueries. Les signataires de ces contrats, c'est l'autorité provinciale, accusée à tort ou à raison d'être la cause de ces tueries. Nous avons eu le ministre de l'Intérieur dans la ville de Kisangani. Nous n'avons pas senti l'intervention musclée du gouvernement central. Voilà aujourd'hui la situation du mal en pis et nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État pour que cette situation soit décantée parce que ça aura un impact très négatif dans le processus électoral en cours. Chaque minute qui passe, il y a des morts, les sangs qui coulent. Nous avons proposé même depuis des solutions dans cette lettre verte, l'annulation des contrats de cession de terre, l'organisation dans le meilleur délai d'un dialogue entre les communautés de la Tchoup. Nous avons demandé vraiment une implication sociale aussi pour prendre en charge tous ces déplacés.
Patrice Thomas Akala, notable de la commune rurale de Lubunga dans la province de la Chopo. Dans la province du Kwango, on parle de près de 10 blessés enregistrés jeudi lors d'une altercation entre la police et les jeunes de Kasongo-Lunda. Les jeunes accusent la police d'avoir ouvert le feu sur 6 élèves, dont une fille. C'était lors de l'enterrement d'une élève décédée dans cette partie de la province. De son côté, la police dit n'avoir tiré sur aucun élève. Elle livre par contre un bilan de 5 élèves blessés lors de la fuite et 5 policiers blessés par des projectiles enregistrés lors des opérations de dissuasion des jeunes qui tentaient de troubler l'ordre public au sein de l'école de l'élève décédé. Explication, Jonathan Messa. Il est reproché à la police d'avoir tiré à bout portant sur des élèves lors d'une tension née à l'occasion de l'inhumation d'un élève décédé. L'organisation de jeunes de Kasongo-Lunda parle de 6 civils blessés par balle, en majorité des élèves. Prince Nkidi est porte-parole de jeunes de Kasongo-Lunda. La jeunesse note 6 personnes grièvement blessées, en majorité élèves, dont une fille. Selon les témoignages du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kasongo-Lunda, 3 cas sur 6 sont suspects et méritent un transfert pour Kinshasa pour des soins appropriés. Accusation rejetée par la police, le service dit s'être opposé à la décision de jeunes d'inhumer leur père dans la résidence de la famille éplorée. C'est après enterrement par la police que la situation a dégénéré. Les jeunes auraient pris d'assaut un lycée de la place. L'altercation a fait 5 civils blessés non par balle et 5 policiers blessés par jet de pierre. Major André Kaouma est commandant de la police. Il n'a pas eu de balles réelles sur les hommes. On a tiré en l'air, des gaz, des balles réelles en l'air. À bout portant, quand on vous tire, vous êtes intellectuels, vraiment, ils seront vivants. Ce sont des faux fuyants. Les policiers, par les jets de pierre, 5 policiers, vraiment blessés, parce que nous, on dissuadait les gens. On a récupéré le corps et enterré à l'endroit habituel. L'élève décédé en premier a perdu la vie dans un éboulement de terre. Quelques habitations ont été incendiées, fait que la police attribue aux jeunes des Kasongo-Lunda. Depuis la ville des Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. Parlons politique à présent. Désignation du candidat commun de l'opposition pour la présidentielle. Une réunion se tiendra certainement dans les jours qui viennent. Pour l'instant, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. L'opposition surveille l'examen par la plénière de la CENI des dossiers des candidats présidents de la République. Pour Francis Kalombo, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les candidats de l'opposition vont battre celui de la majorité. On l'écoute. C'est même pas question d'avoir un candidat commun. Ce qui est vrai, même si l'opposition a plusieurs candidats, eh bien, le candidat du pouvoir n'arrivera jamais à gagner ces élections parce que son bilan est tellement catastrophique. Mais on apprend qu'il y a des réunions programmées entre les opposants pour éventuellement parler d'une candidature commune. À l'élection présidentielle, c'est vrai, on y pense, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, cette histoire de candidats communs. Alors, entre-temps, on apprend qu'il y a un forum ouvert pour les candidats, Délice Sanga, Matata Pogno, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, pour des discussions. Est-ce que ce n'est pas déjà en vue d'un dialogue pour la désignation de ce candidat commun? Écoutez, les Congolais se parlent tout le temps. Il n'y a pas que les candidats de quoi que ce soit. Pourquoi vous ne citez pas les autres qui sont de l'opposition, qui sont en train... Et nous savons aussi que le pouvoir a fabriqué ses opposants. Tous ceux qui sont candidats, qui ont des ambitions, se parlent puisqu'ils ne sont pas des ennemis. Et même s'ils n'ont pas la même vision, tous les Congolais attendent la date du 20 pour voir qui va les gérer demain. Alors vous dites que la désignation du candidat commun de l'opposition n'est pas à l'ordre du jour, mais cette question pourrait être discutée plus tard. C'est tout à fait logique. Vous vous souviendrez, même en 2018, la question a été discutée plus tard. Donc on peut toujours continuer à discuter, à échanger. Les Congolais, lorsqu'ils voient l'intérêt de la population, tous ceux qui pensent à l'intérêt général, arriveront toujours à se mettre d'accord. Sauf que pour l'instant, nous sommes encore vigilants parce qu'on a l'impression que le pouvoir veut écarter certains candidats. On a l'impression que le pouvoir prépare la tricherie. Tout ça, il faut sensibiliser d'abord la population pour que personne ne choisisse à leur place. Francis Kalombo, cadre d'ensemble pour la République. Et pour Laurent Batoumona, président de AAP, Alliance des acteurs attachés au peuple, le candidat de la majorité dispose d'un appui solide pour ne pas être inquiété par l'opposition. Laurent Batoumona indique que Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, peut compter sur un cartel de 5 regroupements politiques qui ont pignon sur rue. On l'écoute. Nous avons AAP, nous avons AE, Alliance pour l'action et état des droits. Nous avons AMSC, aujourd'hui dirigé par les
ministre d'État Mboussa Namoussi. Nous avons A2R de l'honorable Henriette Ouamou. Nous avons Fonds patriotique de Steve Mbikaï. Avec un autre nouveau-né, APSECO. Nous nous sommes regroupés pour la cause du chef de l'État. Mais regardez d'abord ces gros poissons qui sont venus soutenir le chef d'État. Comment pensez-vous que nous ne préparons pas les élections? Nous les préparons parce que nous ne voulons pas d'un glissement. Parce que le gouvernement accompagne financièrement la CENI. Pourquoi n'y aura-t-il pas d'élection? À quand la mise en place justement de cette équipe de campagne de votre candidat à la présidentielle? D'abord, les directives doivent venir de lui-même. Il y a des faux bruits qui disent que le président de la République a déjà une équipe de campagne. Ça n'existe pas encore. Nous y travaillons. Vous avez suivi quand il est allé déposer sa candidature à la CENI, il a parlé de RDC, Renaissance, Développement et Crédibilité. Renaissance, pourquoi? C'est parce qu'il a trouvé le pays dans une sorte de gouffre. Il est en train de remonter la pente progressivement. Dès qu'il a réussi à faire basculer la majorité, il a repris son bâton et vous avez constaté que les chantiers ont démarré. Il y a des petites avenirs qui sont en train d'être bétonnées. Vous avez les îles Lembaïmbou, vous avez Terre Jaune en train d'être macadamisée. Il a travaillé pour que le pays puisse renaître sur le plan économique, où les fonds monétaires est rentré. Il vient de lancer zone économique spéciale. N'oublions pas la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité aux frais de maternité. Et quand il parle de développement, il a raison. Et ce développement part de l'homme. Et la crédibilité part d'abord de son nationalisme. Et Laurent Batoumona qui souligne que le chef de l'État avait raison de critiquer certains opposants le jour du dépôt de son dossier de candidature à la CENI. On l'écoute. S'il est en train de dire que Katumbi avait étouffé le SNCC, c'est possible. Aujourd'hui, notre frère Fabien Moutombe est en train de démontrer que SNCC est transformé avec de nouvelles acquisitions. Autant que Mukwege. Et n'oubliez pas que c'est une compétition. Comment pensez-vous que quelqu'un qui est en compétition peut-il épargner son adversaire? Même dans le football, les entraîneurs et les capitaines passent d'abord pour faire un point de presse que nous allons gagner dans ces matchs parce que nous avons tel joueur. C'est pour dire qui a fait quoi. On parle du candidat de l'étranger. Mukwege, c'est un compatriote. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué, il y a des chefs d'État qui se sont succédés ici. Je ne peux pas dire que ce sont des ex ou ils sont en fonction. Mais quand ils sont venus au Congo, comment ne pouvaient-ils pas commencer par ces audiences auprès du chef de l'État? Mais ils commencent par une personnalité de la société civile. Sans s'arrêter là, il va les suivre dans son fief électoral. C'est pour dire que le chef de l'État n'a pas tort pour dire que c'est un candidat de l'étranger. J'aimerais dresser la cartographie des résultats probables que Félix peut avoir dans telle province. Et au finish, vous allez vous rendre compte qu'il sera au-delà de 70%. Vous avez peur de la candidature commune de l'opposition à la présidentielle? Depuis quand dans ce pays, l'opposition, tout en se rassemblant, est arrivée à faire sortir un candidat unique? Oui, ils auront un rassemblement, tel que je l'ai lu, dans les réseaux en Belgique. Mais il y a déjà certains qui se disent opposants, commence déjà à contester que non, c'est organisé dans un pays étranger, nous n'allons pas partir. Ce sont des signaux clairs. La majorité a besoin de l'opposition pour construire le pays. Laurent Batoumona, le président de AAP Alliance des acteurs attachés au peuple. Entre-temps, Floribert Anzoulouni, candidat à la présidentielle, a lancé la collecte de fonds pour sa campagne électorale. Il a annoncé jeudi, au cours d'une conférence de presse, une mobilisation des fonds qui intervient quelques jours après le dépôt de sa candidature à la présidentielle de décembre. Parlant de la polémique autour de la candidature commune, le candidat de l'Alternative citoyenne, candidature portée par la société civile et les mouvements citoyens, cette question doit être discutée sur base d'un débat au préalable entre différents challengers, des compétiteurs qui ont, dit-il, la même vision, un projet de société harmonisé et non ceux à la recherche d'un positionnement personnel. On l'écoute au micro d'Isabelle Mwango. D'abord, cette rencontre nous a permis de clarifier un certain nombre d'éléments, clarifier notre démarche, rappeler que notre démarche est une démarche collective, c'est un engagement collectif et non pas un engagement individuel. Et la deuxième partie de notre point de presse consistait justement à lancer une campagne de mobilisation de fonds, une campagne citoyenne et permettre à tout Congolais, où qu'il soit,
qui voudraient nous soutenir, qui pensent, qui croient en notre vision, en notre projet de société, de pouvoir contribuer. Donc vous pouvez contribuer aujourd'hui avec $1 ou l'équivalent en francs congolais à travers la plateforme en ligne et à travers bien évidemment notre réseau dans tout le pays. Alors la question de la candidature commune, nous l'avons abordée. Nous voulons, nous, qu'il y ait des débats pour que les candidats puissent discuter sur base de leur vision politique et de leur projet politique. Donc si candidat commun il doit y avoir, cette candidature commune doit être la candidature commune de personnes ayant une vision, des valeurs qui peuvent aller ensemble, une vision harmonisée et un projet de société harmonisé. C'est sur cette base que toute candidature commune devrait être appliquée et non pas sur des positionnements personnels qui ensuite en réalité rendent cette candidature commune extrêmement faible. Vous avez l'exemple de 2018, vous avez vu que lorsque les intérêts personnels des uns et des autres n'ont plus été garantis, la candidature commune a implosé. Floribert Anzolini, candidat à la présidentielle. Entre-temps, les deux secrétaires nationaux de l'UDPS ont bouclé leur tournée à Goungou, dans la province du Kwilu. Jean de Dieu Minangou et Raoul Ngalazoa s'étaient rendus dans cette partie de la République pour sensibiliser la population sur le vote utile. Les questions de développement local avaient également fait l'objet des échanges avec les habitants de ce coin de la RDC. Détail, Rachel Inesiwe. Ils ont notamment eu comme mission d'appeler la population de Goungou au respect des lois de la République démocratique du Congo avant, pendant et après la campagne électorale. Jean de Dieu Minangou et Raoul Ngalazoa, tous deux secrétaires nationaux de l'UDPS, ont apporté ce message qui, selon eux, va aider la population à éviter les actes de nature à perturber la cohabitation pacifique entre les habitants de cette partie du pays. Professeur Jean de Dieu Minangou revient ici sur les objectifs de cette tournée. L'objectif de cette campagne était de mobiliser les forces politiques et sociales de la province du Kwilu pour qu'elles participent massivement aux scrutins qui auront lieu à la fin de cette année et que les institutions qui seront issues de ces élections aient une large légitimité. Nous avons discuté avec les candidats députés provinciaux, les candidats députés nationaux, pour que ces derniers puissent privilégier la cohésion sociale, la paix avant, pendant et après la campagne électorale. Quelques ouvrages en construction ont aussi été visités par ces hauts cadres de l'UDPS. Professeur Jean de Dieu Minangou est aussi conseiller du chef de l'État en matière de l'environnement. Nous avons également discuté avec les acteurs présents lors de notre meeting sur le programme local de développement des 145 territoires. Il faut avouer qu'en ce qui concerne les volets construction des bâtiments administratifs et scolaires, les travaux sont réalisés à près de 95%. Mais il faut dire qu'en ce qui concerne le volet route, il y a un petit retard dans l'exécution de ces travaux. À cette occasion, les secrétaires nationaux de l'UDPS ont aussi visité le barrage hydroélectrique de Kakobola. Ils ont estimé que les travaux avancent bien, mais le suivi doit être renforcé pour que le transport et la distribution de l'électricité dans les villes de Kikwit, Goungou et Idiofa se terminent dans le délai. Rachel Inesiwe. Et au Kasaï oriental, environ 23% de femmes ont postulé aux législatives nationales et provinciales pour l'organisation dynamique nationale des femmes candidates. Ces chiffres démontrent une croissance d'environ 10% comparativement aux élections de 2018. La DINAFEC, coordination provinciale, lit cette amélioration aux différentes campagnes de sensibilisation menées en province et surtout à la prise de conscience des femmes. Elle appelle les femmes à une union sacrée pour relever le défi de la participation des femmes en politique afin d'intégrer les instances de prise de décision. On écoute Nathalie Daya au micro de Nicolas Kazati. Il y a une petite amélioration. Pourquoi une petite? Parce que lorsque nous chiffrons cela par rapport au pourcentage, nous trouvons qu'en 2018, nous étions à 17% de participation de la femme et pour l'année 2023, nous sommes à 23%, ce qui dénote qu'il y a quand même une évolution par rapport aux échéances électorales de 2018. Donc nous voyons que les femmes se sont engagées, bien qu'on ait à débarquer beaucoup d'entre elles, mais il y a quand même une augmentation par rapport à la participation de femmes à ces échéances électorales. Il y a eu la sensibilisation, il y a eu aussi la prise de
de conscience des femmes qui a fait à ce que cette fois-ci, qu'elles puissent beaucoup plus se représenter à ces échéances. Et aussi avec le leadership de notre président qui a donné aussi du tonus à ce que les femmes puissent s'engager en politique afin de pouvoir aussi participer à la gestion de la chose publique. D'ici là, c'est la campagne électorale. Le message que j'adresse à toutes les femmes candidates est de rester unies et courageuses plutôt, parce que c'est la bataille sur terrain qui va déterminer ce que doit être le résultat des élections de 2023. Nathalie Daya de la Dynamique nationale des femmes candidates. Après le décès de Nemwanda Semi, son épouse légitime se retrouve dans la rue. L'alerte est du président de Boudou Djamel Amadimba. Lofi Koudissi déplore le fait que Madame Lubando se voit dans l'insécurité de regagner son toit conjugal parce que certains dissidents de Boudou Djamel ont envahi la résidence de Nemwanda Semi. Dans une déclaration faite depuis le territoire de Madimba au Congo central, il exige l'autopsie du corps de l'illustre disparu et la publication de tous les rapports médicaux issus de tous les centres où se fait soigner pour connaître les causes exactes de sa mort. En attendant, il appelle tous les Makissa au calme. Lofi Kodissi, président de Boudou Djamel, est au micro de Barik Bouema. Après le décès de Nemwanda Semi le mercredi 18 octobre 2023, il y a certaines rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux incriminant son épouse légitime, Madame Lubondo, d'être à la base de sa mort alors qu'elle a toujours été aux côtés de son mari durant tous ces moments difficiles. Afin d'éviter d'accuser qui que ce soit d'être la cause de la mort de Nemwanda Semi, nous demandons au gouvernement de la République d'exiger les rapports médicaux dans tous les centres où il s'est fait soigner et de procéder d'urgence à l'autopsie de son corps pour élucider la cause de sa mort. Étant donné que certains dissidents mal intentionnés de BEDEM ont envahi la résidence de Nemwanda Semi, son épouse légitime s'est vue dans l'insécurité d'y retourner et se retrouve dans la rue. C'est pourquoi nous venons solliciter l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bien vouloir peser de son poids pour remettre Madame Lubondo dans ses droits en regagnant son toit conjugal et être sécurisée. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel pathétique à tous les membres des BEDEM de notre juridiction d'être calmes en attendant les programmes des obsèques de notre président national Nemwanda Semi. Lofi Koudissi du mouvement Boudou Djamel Madimba et le gouverneur du Congo central a salué également la mémoire de Nemwanda Semi. Dans son message de condoléances, Dr Guy Bandou s'est dit consterné par le décès de ce barba homme politique dans la province du Congo central. Il a ajouté que Nemwanda Semi était un défenseur de la cohésion nationale qui a consacré presque toute sa vie à valoriser les cultures Congo. Le gouverneur du Congo central réagit après le décès de Nemwanda Semi. Il parle aussi d'une perte énorme pour la RDC et le Congo central. On l'écoute. Je pense bien évidemment à sa famille biologique à qui je présente mes sincères condoléances, ainsi que sa famille politique, l'honorable Mwanda Semi était chef religieux et donc également à tous ses adeptes. Je présente mes sincères condoléances. C'est une énorme perte pour la province parce que toute la province est bien évidemment en deuil, mais également tous les Congos qui sont à travers le monde. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Chacune des fois que je l'ai rencontré, ça a toujours été un plaisir parce que c'était un homme d'une immense culture, c'était un érudit. Il avait un grand savoir et une grande sagesse. En privé, je peux dire qu'il avait aussi un grand sens de l'humour. Je peux retirer son sourire un tout petit peu espiègle à chaque fois qu'il faisait une petite blague. Nous sommes tristes, bien évidemment, mais heureux de l'avoir également connu. C'est quelqu'un qui a accompagné le chef de l'État dans la recherche de la cohésion nationale et qui est un des artisans les plus importants de la cohésion provinciale au niveau du Congo central. Il s'est investi avec sa dernière énergie pour obtenir la cohésion provinciale, la paix et le calme que nous avons en ce moment. Depuis que nous avons appris la triste nouvelle de son départ, il nous tarde de rencontrer les membres de famille pour leur présenter nos condoléances de vive voix et voir quelle serait la meilleure manière de pouvoir accompagner dans sa dernière demeure notre digne fils de la province que nous perdons. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence, utile de Kinshasa.
La RDC n'a toujours pas de réglementation sur le secteur semencier. Un projet de loi a été déposé depuis 2016 au Parlement et n'a jamais été débattu. Étant membre de plusieurs organisations sous-régionales et régionales, dont les pays membres ont des lois semencières sur le plan international, la RDC rapportera rien, gagnera rien faute de cette loi. C'est le directeur technique de l'Institut africain de leadership agricole qui l'a dit jeudi à Kinshasa. C'était à l'ouverture d'un atelier sur les technologies pour la transformation de l'agriculture africaine. Selon David Ngem, les recommandations seront formulées pour identifier et déterminer les contraintes pour que le pays dispose de cette loi sur les semences. On l'écoute. Nous sommes membres de plusieurs organisations sous-régionales et régionales dont les pays membres ont une loi semencière. Alors sur le plan international, on ne sera pas compétitif parce que nous n'aurons rien à apporter à ces organisations, alors que eux, ils peuvent facilement amener tout ce qui sont couverts par leurs lois et les lois qui régissent aussi les organisations sur la circulation libre de biens et de personnes dans les organisations. Alors il nous faut avoir un fondement, il faut avoir une base sur laquelle nos producteurs de semences ou tout celui qui s'aligne dans le secteur semencier peut se servir afin d'être positionné sur le plan national, aussi bien national qu'international. De deux, vous savez très bien qu'on ne peut pas développer le secteur agricole avec un secteur semencier faible. Il faut un secteur semencier efficace, bien sûr accompagné du développement d'autres pratiques agricoles performantes afin de penser à améliorer la production et la productivité agricole. Et ensemble, nous voulons vraiment essayer d'identifier et déterminer toutes les contraintes qui sont à la base ou qui votent à la promulgation de cette loi et formuler des recommandations stratégiques qu'on va proposer aux grands décideurs de ces pays afin qu'on ait une réglementation dans le secteur semencier. C'était le directeur technique de l'Institut africain de leadership agricole, David Ngem. Papa Sola Mwamba a récupéré son immeuble dans la commune de Kinshasa. Il était en conflit avec la Sofidé pour une créance à évaluer. Pendant que les parties attendaient la décision de justice, Sofidé a obtenu une ordonnance du tribunal de commerce pour son expulsion de l'immeuble. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a décidé de le réinstaller lundi dernier après son déguerpissement forcé. C'est ce que dit son avocat, maître Claude Tshisekedi, qui regrette par ailleurs l'enlèvement jeudi de 2 policiers qui étaient de garde commis par le commissariat général de la police pour la sécurité de l'immeuble. On l'écoute. L'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires qui a écrit pour demander qu'il soit réinstallé parce que l'ordonnance en question était irrégulière. Alors il a écrit à un huissier de justice. Ce dernier a obtenu une réquisition de force au commissariat général. C'est ainsi que le lundi, il a été réinstallé officiellement par rapport à ce document-là. Mais très curieusement, il y a une équipe de la police qui est venue enlever la carte qui était là. C'est-à-dire 2 policiers qui étaient là, qui avaient les bulletins de service pour garder l'immeuble en question, pour une destination inconnue. Nous sommes en train de nous demander qui a envoyé ces gens-là pour enlever une police de garde qui était là avec les bulletins de service. Tous les documents en notre possession sont là. Il est réinstallé officiellement en tant que propriétaire de cet immeuble-là. Mais ce qui arrive aujourd'hui là, c'est une injustice grave. Et c'est pour cela que nous alertons toutes les autorités, tant judiciaires, politico-administratives, pour qu'ils voient qu'il y a un désordre qui est entretenu par une main noire. Peut-être qu'on ne connaît pas. Est-ce une dame, un monsieur, un ministre ou une autorité quelconque qui est en train de faire cette histoire-là derrière la Sofidé? Maître Claude Tshisekedi, avocat de Papa Sola Mwamba. Ils veulent rédiger un cahier de charge reprenant leurs différentes revendications. Le syndicat de la territoriale invite les bourgmestres nouvellement nommés et ceux qui ont été remerciés ainsi que les administrateurs du territoire récemment nommés à une importante réunion ce vendredi. La rencontre se tiendra au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Il sera question de recueillir leurs revendications. D'après Joachim Luyeye, président national du syndicat de la territoriale, les agents et cadres de la territoriale comptent plusieurs mois d'impaiement. Ce cahier de charge va leur permettre de faire connaître leurs problèmes aux autorités de la République. On l'écoute au téléphone de Mamichela. Nous demandons à tous les bourgmestres récemment nommés par le président de la République, ceux qui sont nommés et non les désignés, et les anciens qui sont remerciés pour se retrouver au secrétariat général, car nous voulons préparer un cahier de charges à soumettre au gouvernement de la République pour arranger les problèmes
qui passe à la territoriale. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère de souveraineté. Nous voulons récupérer notre place au sein de la territoriale. Voilà le message que nous voulons passer à toutes les autorités nommées récemment, le président de la République. Presque tous les bourgmestres et les administrateurs des territoires, ceux qui sont même à l'intérieur, ils ne sont même pas assistés, même leurs familles. C'est ça le message. Ils ne sont pas payés. Ceux qui sont ici à Kinshasa, surtout les agents de l'État, ils sont payés avec une prime de 15 000 francs par agent. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut vraiment payer un fonctionnaire de l'État 15 000 francs comme prime pour faire quoi? Nous voulons faire comprendre ça au président de la République. Nous allons préparer notre cahier de charges à soumettre et au ministre de la fonction publique et celui de l'Intérieur et au Premier ministre pour que nous puissions aussi avoir droit et respecter la Constitution. Joachim Luyeye, président national du syndicat de la territoriale. Et puis, redynamisation de l'administration publique à l'intérieur du pays, c'est à partir des entités territoriales décentralisées que partira le développement du pays, de la nécessité de construire et réhabiliter les infrastructures administratives des territoires et des chefs-lieux des secteurs, renforcer les capacités de tous les animateurs de ces entités afin de les mettre au standard requis. C'est la déclaration du bourgmestre de la commune de Djili, Papi Mbumba, l'a dit à l'occasion de la visite des travaux de construction du nouveau bâtiment de la maison communale de cette municipalité. Il reste confiant et estime qu'aucune raison ne viendra bloquer la livraison des ouvrages à la date prévue. On l'écoute. Je vous avais dit, l'heure n'était pas au discours, mais plutôt au travail. Et aujourd'hui, les preuves sont là. Et je m'en vais directement à rendre un hommage vibrant au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour son implication afin que la commune d'Ndjili bénéficie tout cet ouvrage. Je rends un hommage vibrant aussi à son Excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui lui-même est venu personnellement. Je remercie tous les partenaires qui ont contribué afin que ces projets puissent se réaliser. Après 61 ans que l'ancien bâtiment a été construit, aujourd'hui en 2013, il a fallu un Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo à la tête de ce pays pour que la commune d'Ndjili bénéficie d'un nouveau bâtiment administratif de la maison communale. Un message à la population ndjiloise, qu'elle puisse accompagner tous ces projets parce que c'est à l'intérêt d'abord des Ndjilois avant les autres communes. Papi Mbumba, le bourgmestre de la commune de Ndjili. Promotion, réorientation et redéfinition de l'accompagnement des jeunes et leurs projets en vue de leur autonomisation. Le nouveau plan stratégique et opérationnel 2024-2026 du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a été validé. Durant 2 jours, le comité directeur de cet établissement public a réuni les experts des différentes filières. L'objectif était celui d'enrichir, amender et valider cette nouvelle feuille de route capable de rencontrer les préoccupations des jeunes, leur promotion, l'accompagnement, financement et autonomisation. Détail, Walter Couille. Ce nouveau plan stratégique et opérationnel 2024-2026 du FSPEJ comprend 4 piliers importants déclinés par Victor Nyangui, directeur général adjoint de cet établissement public. Cet outil de planification comprendra 4 piliers répartis comme suit. Organisation et fonctionnement du FSPEJ. Ce pilier comprend 2 axes, fonctionnement et gouvernance du FSPEJ. Réunir un capital humain ainsi que des conditions de travail adéquates. L'axe 2, la stratégie de financement. Objectif, mobilisation des ressources. Pilier 3, promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Axe 4, entrepreneuriat, autonomisation et inclusion financière. Objectif, inculquer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, accompagner et soutenir la création des entreprises des jeunes, sortir les jeunes de l'informel, développer des produits financiers adaptés aux jeunes. Joseph Mukendi Mboui, directeur général de cet établissement, revient sur les objectifs de cet atelier. L'atelier que voici avait comme objectif enrichir, amender et valider cet instrument qui nous est capital, car il était question de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons planifier les actions afin que nous puissions rencontrer les problèmes que vive la jeunesse congolaise. Une jeunesse préparée est un outil important pour le développement intégral de notre nation. Prenant la parole pour clôturer les assises, le ministre de la Jeunesse a salué le travail abattu par les experts. Dr Yves Bonkolo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a si bien rappelé que les jeunes Congolais ont de l'intelligence pour mettre en place des mécanismes pour les accompagner. Ce plan constitue ainsi la boussole de l'action future du FSPEJ.
Walter Couille, dossier du journaliste Stanis Boujakera a encore fait l'objet de la conférence de presse de l'ONG de défense des professionnels des médias, Reporters sans frontières, et RSF réitère sa demande de la mise en liberté sans condition du correspondant de Jeune Afrique. Il s'inquiète de la situation sécuritaire du journaliste, révèle qu'en matière de liberté de presse en RDC, 290 cas d'exactions contre les journalistes sont enregistrés ces dernières années, dont au moins sans arrestation arbitraire. On écoute tour à tour Sadibou Marong, Arnaud Chivadi sont respectivement responsables du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières, responsable texte d'investigation RSF à Paris et secrétaire général de GED. Ils sont au micro de Ginorema, bureau de charisme. Nous continuons la mobilisation, mais nous continuons également de mettre l'accent sur la mobilisation pour que les charges qui pèsent contre Stanis soient abandonnées et qu'il puisse obtenir la libération après le travail de l'ensemble de ses avocats. Parce qu'on estime encore une fois que cette situation est intolérable, c'est que, à défaut de pouvoir mettre fin à cette procédure qui a été lancée et qui inévitablement ira à l'impasse, au moins, à minima, qu'il soit remis en liberté provisoire. Il y a déjà eu 4 demandes qui ont été portées par ces avocats, elles ont toutes été refusées. Au seul motif qu'il existerait un risque potentiel de fuite du journaliste à l'étranger. Mais Stanis Boujakera, il ne fuit pas, il fait face à ces accusations. Il est là, il se bat, il est prêt à répondre des accusations qui sont portées contre lui. Il n'existe absolument aucun risque avéré de fuite. Et si tant et si bien que ce risque était réel, il existe toute une série de mesures, évidemment, qui peuvent empêcher qu'une personnalité ou qu'une personne qui est poursuivie prenne la fuite. Qu'avait dit le président de la République lors de son passage à New York. Je pense qu'il avait été interrogé sur ce cas et qu'il avait dit qu'il n'entendait pas se mêler des procédures judiciaires, qu'il voulait laisser la justice faire son travail, mais qu'en tout état de cause, il allait veiller à ce que les droits du journaliste, les droits des Stanis soient sauvegardés. Aujourd'hui, j'estime qu'un des droits des Stanis qui ne sont pas respectés, c'est sa présomption d'innocence. Ça fait bientôt 2 mois qu'il est détenu sans jugement, sans avoir été condamné. Et donc, il a droit à la présomption d'innocence puisque ces infractions ne sont pas encore établies. Des propos recueillis par Ginorema, bureau de charisme. On amorce l'atterrissage avec cette nouvelle désignant en son absence représentant légal intérimaire de l'ERC, Église de réveil du Congo. Révérend Paul David Olangui est de retour au pays pour prendre ses fonctions. Il dit vouloir placer son mandat sous le signe de l'unité de l'Église Corps du Christ. Détail, Eric Lukoki. Le nouveau président et représentant légal de l'Église de réveil au Congo ERC, l'évêque général Paul David Olangui, est rentré à Kinshasa ce jeudi 19 octobre. Il revient d'Israël où il a passé un mois de prière, désigné le week-end dernier par les pères fondateurs de l'ERC pour redorer le blason de leur plateforme. Le révérend Paul David Olangui a été accueilli à l'aéroport de Njili par une foule immense composée de serviteurs des dieux et des chrétiens des églises membres de l'ERC. Dans ses premiers mots, le nouvel évêque général a mis en évidence l'unité de l'Église Corps du Christ de la République démocratique du Congo. Lorsque Dieu parle, tout ce qu'il dit, il le réalise en son temps. Je peux vous rassurer que ce n'est pas d'un homme que c'est venu, mais c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je lui rends des actions de grâce. Et j'aimerais avoir aujourd'hui une pensée pour tous les pères fondateurs et mères, parce qu'on parle beaucoup des pères, mais il y a aussi des mères qui ont fondé cette église de réveil. Je leur dis un grand merci pour cet honneur qu'ils m'ont fait de me choisir pour conduire la destinée de notre Église. En toute humilité, cette tâche, moi, je ne pourrais pas l'accomplir. Mais par la grâce du Saint-Esprit, nous croyons que nous allons réussir tous ensemble. Et je promets que là où il y avait la division, c'est l'unité qui régnera. Mon équipe qui est ici, nous sommes là aujourd'hui d'abord pour redonner cet honneur perdu de nos pères. Nous allons confesser, témoigner notre amour pour eux. Et ce travail que nous allons faire sera par rapport aussi à ce qu'ils étaient. L'installation du nouveau comité de l'ERC dirigé par le révérend Paul David Olangui aura lieu le 28 octobre prochain. Le nouvel évêque général de l'église de réveil au Congo et vice-président de la fondation Olangui Wosho. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde de Chris Bivoula. Merci à Théo Lussakweno qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Racheline Sioué et Eric Lukoki qui ont participé à la rédaction. Pascal Capa a été à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.